Bonjour à toutes et à tous. On va démarrer la conférence afin de rester dans les temps. Je suis Marina Eirich, directrice du pôle conseil chez Des Enjeux des Hommes, et je vous donne la bienvenue à cette conférence qui, visiblement, rencontre un vif succès. Je voulais simplement remercier l'équipe ici présente qui va se présenter dans un instant d'avoir organisé cette conférence sur les modèles économiques soutenables et souligner l'importance de ce sujet pour nos deux cabinets, Des Enjeux des Hommes et Transition. Sur ce, je passe la parole à Isabelle. Merci Marina, on laisse les personnes entrer, mais on démarre en effet, question de timing. Donc bienvenue à toutes et à tous. Alors aujourd'hui en effet, on va parler de modèles économiques soutenables avec nos deux invités, donc Rosen et Martin, que je vous présente rapidement avant de démarrer. Donc Rosen a commencé, quelques mots sur toi, sa carrière dans les études, le marketing, Ipsos, et puis a rejoint Le Bon Coin par alignement, on va dire, d'intérêt. Une belle entreprise, donc depuis 3 ans maintenant, et donc sera notre témoin sur ce sujet, vraiment d'un point de vue pragmatique, comment on peut le travailler. Martin, avec qui j'ai le plaisir de travailler très régulièrement, qui a rejoint Transition, donc l'autre cabinet qui fait partie de notre division conseil, et on va vous en dire 2 mots également. Donc Martin est notre expert économie circulaire, il a commencé en entreprise sur ces sujets d'économie circulaire, puis a travaillé pendant 2 ans pour une ONG avant de rejoindre Transition. Quelques mots sur moi, oui. Donc, moi, j'ai rejoint le cabinet l'année dernière. En fait, j'ai une double casquette. J'ai plus de 20 ans, même un peu plus, en entreprise, à des postes de direction, donc marketing, direction de business unit, puis conseil. Conseil en transition écologique. Et j'ai été reformée, d'ailleurs, sur les stratégies d'impact. Et puis beaucoup d'engagement sur le climat et la biodiversité, et donc arriver dans ce cabinet pour développer les offres, contribuer à développer les offres qui tournent autour de ces sujets du modèle économique. Voilà, en quelques mots. Pour ceux qui ne nous connaissent pas, donc Des Enjeux et des Hommes et Transition représentent la division conseil du groupe EcoCert. Nous appartenons à ce groupe depuis 2020. Et en fait, EcoCert, c'est le numéro 1 mondial de la certification bio, donc prioritairement alimentaire, textile et cosmétique, avec donc 2 cabinets, et finalement 90 consultants et formateurs qui sont experts de ces sujets, avec une totale complémentarité entre nos 2 entités pour accompagner les entreprises sur ces enjeux de durabilité. Voilà, donc en quelques mots, et un très bel écosystème auquel nous appartenons. Alors, finalement, le sujet de ce matin, pourquoi vous êtes ici, c'est la question, c'est comment faire évoluer son modèle économique vers un modèle soutenable. Alors, pas simple, hein. Notre intention, elle est double. La première, c'est de dire qu'il est vraiment fondamental aujourd'hui de questionner son modèle économique, sa proposition de valeur, en fait, sa stratégie globale d'entreprise, pour pouvoir viser cette soutenabilité. Et finalement, l'objectif des entreprises, c'est évidemment la pérennité de l'entreprise. On est bien d'accord sur ce point. Donc, on va creuser le sujet, premier point. Et je ne sais pas si vous connaissez cette étude de 2024 qui dit que 60% des dirigeants français, on est en France, assez avancés quand même sur le sujet, pensent que le modèle actuel de leur entreprise court à sa perte s'ils ne le transforment pas. Voilà. Donc il y a déjà cette prise de conscience qui est là. Donc premier point, ce point sur le questionnement du modèle économique, être à ce niveau-là en fait par rapport aux enjeux. Et le deuxième point, c'est la soutenabilité forte. C'est en fait le cadre dans lequel on se situe. Et en fait, cette soutenabilité forte, c'est la reconnaissance de la finitude des ressources planétaires, ainsi que la valeur de la nature, la nécessité de respecter les minima sociaux et les freins que ces exigences imposent à la croissance économique. Donc on est vraiment en association et en connexion totale avec l'économique et le modèle des entreprises. Et vous voyez le schéma, là, que vous voyez, la soutenabilité forte. L'économie se situe dans le social, le sociétal et l'environnement, évidemment au-dessus de tout.
Voilà notre intention. Alors, pour organiser nos prises de parole et le contenu, donc en fait, quatre grands temps. Donc, le témoignage avec Rosen de Le Bon Coin, qui est une entreprise française engagée, et qui va vous expliquer comment on a travaillé et tout ce qui se fait surtout chez Le Bon Coin. Le deuxième temps sera dédié au levier de transformation pour les entreprises et quels sont les bénéfices pour les entreprises de vraiment être à ce niveau-là de questionnement et de travail. Le troisième temps sera une illustration aussi d'une des stratégies possibles avec l'économie circulaire comme opportunité avec Martin. Et puis on se garde un petit temps à la fin pour des questions-réponses. Voilà. Alors, je vais passer la parole à Rosen. Alors déjà, si tu peux en effet nous donner quelques chiffres que moi j'ai toujours trouvé impressionnants sur Le Bon Coin pour commencer le sujet. Oui, donc bonjour à tous et à toutes. Je suis très contente d'être ici aujourd'hui. Du coup, pour vous donner un peu un rappel des chiffres du Bon Coin, aujourd'hui, c'est une entreprise qui est née en 2006. Et en fait, grâce à une étude que l'on mène chaque année depuis maintenant 7 ans, on arrive à avoir des chiffres sur l'impact social, économique et environnemental du Bon Coin. Aujourd'hui, Le Bon Coin, c'est près de 28 millions d'utilisateurs qui se connectent par mois, donc presque un Français sur deux qui utilise notre plateforme. Et c'est environ plus de 80 millions d'annonces qui sont en ligne en permanence sur notre site, sur près de 175 catégories. Donc ça va de l'automobile, l'immobilier, jusqu'aux loisirs, aux vêtements, etc. Et donc, à travers toutes ces catégories, et notamment sur du coup, notre catégorie biens de consommation, donc biens de consommation, ça va être les loisirs, les vêtements, tous ces types de produits, on arrive à mesurer qu'environ 300 € d'économie et de gains sont réalisés par nos utilisateurs par an, en moyenne. Donc ça, c'est plutôt l'impact économique. Sur l'impact environnemental, du coup, grâce à nos utilisateurs et aux échanges qu'ils font sur notre plateforme, c'est plus de 41 millions de biens qui ont évité d'être jetés à la poubelle. Et enfin, sur l'impact plus social, donc je vous donne quelques chiffres là, mais il y en a plein d'autres dans cette étude qui est disponible sur notre site Le Bon Coin Corporate. Sur l'impact social, c'est une plateforme qui est toujours restée quand même assez simple d'utilisation parce qu'en fait, elle touche une audience très très large et l'idée c'était quand même de pouvoir toucher tous nos utilisateurs à n'importe quel moment de vie et donc c'est une plateforme qui est considérée comme simple à utiliser pour pratiquement 98% de nos utilisateurs. Pour vous expliquer un peu comment est-ce que la RSE est née chez Le Bon Coin, en fait c'est une entreprise qui a toujours eu dans son ADN, de par ses collaborateurs notamment et son modèle d'offre, qui a toujours eu la volonté de lancer un peu des projets liés à cet impact social et environnemental, mais voilà, c'était pas forcément structuré tout le temps, on mesurait pas forcément, c'était vraiment des initiatives qui étaient menées au fur et à mesure avec le positionnement sur le pouvoir d'achat, notamment l'emploi, parce qu'on est aussi une plateforme sur laquelle on peut trouver un emploi, et avec les RH qui considéraient beaucoup les sujets de qualité de vie au travail. Mais au fur et à mesure, en fait, il y a eu la volonté de beaucoup plus faire attention à ces engagements-là et de structurer du coup avec des chantiers prioritaires qui ont été validés par le COMEX. Au fur et à mesure, les équipes aussi concernées par ces projets ont été sensibilisées. Et c'est à partir de 2019-2020 qu'on a vraiment commencé à poser des indicateurs précis avec aussi la volonté d'embarquer de plus en plus de collaborateurs sur ces sujets-là et faire rendre compte aux personnes que en fait, ces projets font partie à part entière de leur métier aussi. Et du coup, en 2021, on a eu un véritable accompagnement, notamment avec des enjeux et des hommes, sur la formalisation de notre raison d'être et du coup de nos engagements qui allaient en fait structurer et englober tous les projets qu'on allait mener sur ces sujets-là.
Donc ce slide, c'est pour vous expliquer, pour vous montrer en fait ce qu'est notre raison d'être et nos engagements aujourd'hui. Donc notre raison d'être, c'est donner à chacun le pouvoir de vivre mieux au quotidien, pour englober à la fois le côté pouvoir d'achat. On est une plateforme de seconde main, donc forcément on peut avoir des biens à moindre coût par rapport à du neuf, et aussi l'aspect environnemental pour redonner une seconde vie à ces biens. Et cette raison d'être, elle se repose sur 3 engagements prioritaires. Le premier, ça va être l'engagement sur les territoires, parce qu'on est une plateforme qui est du coup très utilisée par des utilisateurs particuliers, mais aussi par beaucoup de professionnels, avec notamment beaucoup de services pour ces professionnels et pour développer leur business. Et l'idée, c'était de pouvoir, à travers nos projets, de pouvoir parler à toutes ces typologies d'utilisateurs. Et donc, pour vous donner un exemple de projet qu'on a mené, donc avec un cabinet qui s'appelle Auxilia, qui fait partie du groupe SOS, on a monté un projet qui s'appelle Mon centre-ville, mon centre-bourg, un incroyable commerce, et qui en fait avait pour volonté de réencourager les petites villes de France à ouvrir des commerces de proximité, parce qu'aujourd'hui, les petites villes de France ont quand même beaucoup perdu de commerces de proximité dans les centres-villes. Et l'idée, c'était que nous, acteurs économiques, pouvaient en fait être un tremplin avec des services pour ces commerces de proximité et les aider à développer leur business, leur visibilité, avoir une boutique en ligne aussi sur Le Bon Coin, pour vraiment montrer qu'on est un acteur du numérique, mais ça ne vient pas en comparaison au commerce physique. Donc ça, c'est un premier engagement. Le deuxième engagement, c'est plutôt la responsabilité d'entreprise auprès de ses collaborateurs et aussi des citoyens. Donc là, l'idée, c'est d'aller vraiment travailler des sujets de société. On est une entreprise tech. Du coup, on a une grosse population de nos effectifs en interne qui sont des métiers tech. Et on avait aussi pour volonté de promouvoir ces métiers-là auprès des femmes, parce que nous, du coup, on a beaucoup de tech. On a forcément, sur la moyenne nationale, on a un peu plus de femmes dans nos effectifs tech, mais on reste quand même pas non plus... il faut continuer à améliorer cette parité entre les hommes et les femmes sur ces métiers-là. Et l'idée, c'était avec des associations d'aller toucher ces points-là. Donc, on a des programmes de mentorat, de sensibilisation auprès d'écoles aussi, dans des lycées ou des collèges, pour vraiment changer les biais qu'il y a par rapport à ce sujet. Et enfin, le dernier engagement, ça concerne plutôt là vraiment notre cœur de métier, donc la seconde main, et du coup essayer de renforcer la sensibilisation, de continuer à promouvoir en fait la seconde main comme mode de consommation qui doit aujourd'hui être la normalité, on va dire. Et donc là, on fait plein d'actions de communication avec des partenaires divers et variés pour essayer de promouvoir ce modèle. Donc ça, on le fait grâce au numérique et aussi à travers toutes nos catégories. On essaye de toucher ces sujets-là. Je veux bien que tu passes le slide. Voilà, et donc c'est pour vous donner une vue globale de ce que l'on fait. En fait, la RSE, elle est quand même bien installée dans notre entreprise, sauf que l'année dernière, en fait, on a eu envie un peu de se reposer sur cette stratégie-là, parce qu'on avait à la fois beaucoup d'initiatives qui venaient de la part des collaborateurs, parce on a une population qui est très engagée. On a aussi une direction qui nous a soutenus, qui a beaucoup communiqué sur nos actions, et à la fois, on avait aussi beaucoup de demandes entrantes de la part d'associations, d'autres entreprises qui voulaient travailler avec nous. Et l'idée, c'était de savoir se reposer un peu sur notre stratégie, connaître un peu nos forces, quel projet on avait envie de prioriser, quelle opportunité pouvait naître aussi de ce travail-là. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est tourné vers des enjeux et des hommes qui nous connaissaient déjà très bien, parce que, donc, je vous le disais, ils nous avaient accompagnés sur la raison d'être. L'idée, c'était de travailler avec eux sur... le brief, c'était on a une raison d'être, on a des engagements, on a envie de continuer à poursuivre dans cette direction-là, parce qu'on n'a pas envie de changer notre raison d'être. Nos engagements, pareil, restent notre cœur de métier. En revanche, qu'est-ce qu'on peut faire pour restructurer un peu toutes les idées que l'on a aujourd'hui ? Et donc, ils sont venus nous proposer du coup cette proposition d'identifier un peu ce que l'on fait. Donc, quelle est notre
notre offre de valeur aujourd'hui, qu'est-ce que Le Bon Coin fait, quels sont les différents services que nous proposons, quelles sont nos valeurs aussi, et se questionner un peu sur tous ces sujets-là et aller intégrer à la fois la pertinence économique de ces projets pour nous, parce que on est une entreprise, donc forcément il y a des enjeux business aussi, mais aussi intégrer à l'intérieur tout ce qui est impact social, l'utilité de ces projets aujourd'hui dans le monde, l'impact environnemental, etc. Donc ça, c'était l'idée de ce travail-là. Donc il y a eu plein d'interviews qui ont été conduites en interne avec des différentes équipes concernées. Donc on a intégré forcément la direction qui nous soutenait aussi sur ce projet-là, ce qui était important pour ce travail-là. Et ensuite, on a aussi intégré des équipes marketing, finance, stratégique, les équipes tech aussi, qui sont en fait le cœur de notre plateforme. Donc, il faut aussi les intégrer si on veut faire évoluer notre site. Et voilà, donc ils ont été interrogés sur leur idée du Bon Coin, quelle est l'offre aujourd'hui que nous proposons, dans leur métier, comment ça se passe, etc., pour essayer d'identifier ce qu'il fallait faire évoluer, les opportunités et les risques. Et nous, en parallèle, la RSE, on avait déjà quelques petites idées de projets sur lesquels on avait envie d'avancer. Et on voulait aussi questionner ces projets pour savoir s'il fallait continuer dans cette voie-là ou les réadapter. Donc voilà, ça c'était le sujet. En termes de résultats, ça a été un travail qui a été très intéressant parce qu'en fait, on s'est rendu compte que nous, les 3 projets qu'on avait identifiés en RSE, en fait, c'était des projets qui renforçaient ce que l'on faisait déjà de bien. Alors tant mieux parce que ça montre qu'on connaît aussi un peu ce qu'on fait et du coup, c'est bien. En revanche, ça n'allait pas du tout questionner les impacts négatifs que l'on avait sur la société et sur l'environnement. Et du coup, ça a été un peu, c'est pas une douche froide, mais ça a été intéressant de se rendre compte de ça pour nous. Et du coup, ça nous a, le point de départ, c'était de questionner nos projets. Et en fait, ça nous a encore plus questionné sur les projets qu'on avait envie de mener. Mais c'était important de le faire aussi à cette étape-là parce qu'on n'avait pas encore lancé les projets. Donc ça, c'était intéressant. Et en fait, ça a aussi fait émerger des sujets que l'on n'avait pas du tout identifiés, qui étaient vraiment des cœurs de métier pour nous, qui faisaient partie de nos offres assez phares sur Le Bon Coin. Et voilà, du coup, ça nous a permis d'aller aussi creuser et identifier de nouveaux sujets qu'on allait pouvoir travailler avec les différentes équipes concernées, étant donné que maintenant, elles étaient embarquées. Donc ça a été un gros travail qui a débuté du coup l'année dernière, sur lequel on est toujours en train de travailler parce que forcément c'est des sujets qui sont assez stratégiques, du coup qui prennent un peu de temps parce qu'il faut mobiliser les équipes et mettre en place des mesures, des indicateurs. Du coup, voilà, c'était un peu pour vous donner une étendue de ce travail que l'on a fait sur la strat RSE du Bon Coin. Merci beaucoup, Rosen. Et en plus, je me permets d'ajouter, en fait, on sent vraiment quand on travaille avec vous, avec les équipes, l'engagement des équipes. Et je pense que le travail que vous avez fait en 2023 a été clé d'embarquer, au-delà du CODIR, l'ensemble des métiers. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on discute avec tous les métiers, ils sont tous très réceptifs et constructifs. Et voilà, ça permet d'avancer. Et au niveau global, stratégie de Le Bon Coin. Voilà, donc un vrai plaisir de travailler avec vous. Alors, donc là, c'était une illustration. Rosen a dit un certain nombre de choses déjà. En témoignage. On va revoir ensemble donc les leviers. En fait, finalement comment identifier les bons leviers, comment mettre en place cette stratégie. Donc différents moyens. Alors, je ne sais pas si vous savez, mais sinon vous pouvez télécharger, c'est en open source. On a édité un guide de soutenabilité en 2024 qui identifie 10 leviers de transformation. Alors, on ne va pas tous les citer, ils ne sont pas forcément dans l'ordre. Ça va dépendre vraiment des entreprises, de la maturité, de l'ambition. Mais par exemple, on peut noter le premier point, j'ai commencé à en parler, sur l'alignement humain des équipes du CODIR pour pouvoir mener une telle transformation. Ça, c'est vraiment le premier point pour le coup. Voilà, donc je vous invite à télécharger ce guide qui vous donne déjà en détail ce qu'on peut avoir comme levier.
Alors, en tout cas, le fait de se questionner au niveau de la stratégie globale de l'entreprise, de son modèle économique, quels sont les bénéfices? Alors les bénéfices, enfin les 5 principaux bénéfices, le premier, c'est de travailler la robustesse de son modèle économique. Je vais même au-delà de la résilience. La robustesse, ça va permettre d'anticiper. On va moins subir, on verra comment. Le deuxième point, c'est l'anticipation de ces risques. Vous connaissez tous ici, hein, on est dans le sujet, les tendances à venir, les enjeux environnementaux, sociaux, au-delà de tous les enjeux géopolitiques, etc. Mais en tout cas, pour nos sujets, ça permet de les anticiper. Ça permet aussi de réduire les dépendances. Quand vous êtes, tout le monde le sait, les matières premières. Et du coup, tout ça, en fait, c'est intégrer les sujets et faire le lien avec le modèle économique. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça affecte la rentabilité de nos entreprises. Donc en fait, voilà, ça permet d'anticiper, de mesurer, de trouver d'autres solutions. L'avant-dernier point, c'est la réglementation. CSRD, c'est le thème du salon. Donc, quand vous travaillez de cette façon-là, vous êtes totalement aligné avec ce qui vous est demandé en CSRD pour les entreprises qui sont soumises. Et de toute façon, pour celles qui ne sont pas encore soumises, ce sont les vrais sujets. Ce sont les sujets d'impact, ce sont les sujets de risque et le lien avec l'économique. Et puis, le dernier point, le dernier bénéfice, c'est sur la différenciation. Aujourd'hui, les attentes de vos partenaires, de vos clients sont sur ces sujets-là. Donc, de toute façon, il faut les travailler et ça vous permettra d'avoir ou de maintenir une différenciation versus d'autres acteurs. On parle aussi de marque employeur. Enfin, il y a vraiment l'image de marque aussi qu'il faut intégrer. Ces aspects économiques ou marketing qui font le lien et qui doivent être associés à ce genre de travail. Donc ça, ce sont des bénéfices. Comment ça peut se passer? Alors, ça peut se passer, je vous ai parlé, le premier point, c'est le questionnement. Ce qu'on a mis en place, c'est une des façons de faire, c'est le diagnostic de soutenabilité que l'on a réalisé avec Rosen. Donc, il permet vraiment de questionner et d'identifier les bonnes stratégies. C'est un outil d'aide à la décision stratégique. Ça veut dire que là, comme je le disais précédemment, on va rentrer sur la totalité de la chaîne de valeur, sur les sujets d'impact, sur les sujets de risque et d'opportunités clés, mais tout de suite associés aux enjeux business. On est sur la chaîne de valeur et on met en même moment les enjeux business de tout ce qu'on vient de dire en termes d'impact et de risque. Évidemment, d'opportunités, Rosen a commencé à en parler tout à l'heure. Cet alignement CSRD, vous l'avez compris, que vous fassiez cet exercice de CSRD ou pas encore, de toute façon, ça vient compléter cet exercice. Voilà. Et le dernier point qui nous tient vraiment à cœur et auquel on rajoute, c'est la contribution sociétale. Qu'il s'agisse du modèle économique, qu'il s'agisse de projets, comme on l'a dit, ou d'offres, c'est vraiment cette partie utilité. On est dans les sujets de raison d'être, bien entendu, et à quoi sert l'entreprise. Donc, voilà ce diagnostic. Ah, c'est bon. Vous m'entendez? Oui. Donc en fait, on fait ce diagnostic pour nous permettre ensuite de prioriser. C'est vraiment pas simple. C'est d'avoir un outil stratégique qui va nous dire vers quoi on doit s'orienter. Donc ça veut dire qu'on va pouvoir, en fonction des enjeux, de la pertinence ESG et de l'utilité, j'insiste, sociétale du modèle, de l'offre, avec, en comparaison et en intégrant l'attrait économique, absolument au même moment, pouvoir définir quelle stratégie on va mettre en place, qui ne sera pas forcément la même pour l'ensemble de son offre. Et en fait, nous, on a 3 grands axes. On va parler de développer, de maintenir et de rediriger en fonction des activités, du modèle économique de l'entreprise. Et toutes ces stratégies seront donc des stratégies soutenables. On intègre au même moment les données économiques et les données et les enjeux ESG. Voilà pour ce que je voulais vous dire. Et l'objectif in fine, c'est d'arriver à ça. C'est-à-dire que c'est d'avoir un modèle économique qui va être, on peut dire, étendu. Vous connaissez le business model Canva, qui va être étendu en intégrant la raison d'être, qui intègre vraiment tous les impacts positifs, négatifs, et qui intègre les risques et les opportunités financières. On est vraiment au cœur de la stratégie globale de l'entreprise. Alors, je vais passer la main, parce qu'on a voulu illustrer une des stratégies possibles, il y en a plusieurs, bien entendu. Je vais passer la main à Martin sur l'économie circulaire.
Merci beaucoup Isabelle. Alors effectivement, on va vous parler d'économie circulaire aujourd'hui parce que l'économie circulaire propose de nombreuses solutions qui permettent d'appliquer des stratégies soutenables et de questionner son modèle d'affaires. Alors l'économie circulaire, on en parle beaucoup et malheureusement c'est encore trop souvent associé au recyclage. Pourtant, l'économie circulaire a des principes qui vont bien plus loin. Le recyclage a de nombreuses limites. C'est polluant, ça consomme beaucoup d'énergie. Les matériaux perdent en qualité à chaque recyclage. Donc, pour le papier et le plastique, par exemple, on ne peut pas les recycler plus de 10 fois. Après, ils sont de trop mauvaise qualité pour être utilisés. Et enfin, on n'a pas les structures aujourd'hui en France et dans le monde pour recycler toute la quantité de déchets qui est produite. Donc, vous l'aurez compris, il y a d'autres solutions circulaires qui sont intéressantes à mettre en œuvre. Le principe clé de l'économie circulaire, c'est vraiment de maintenir les produits et les matériaux à leur valeur la plus élevée le plus longtemps possible. Donc on va favoriser des stratégies de réutilisation, de réparation par exemple. Et pour ça, il faut repenser ces modèles d'affaires pour aller vers plus de soutenabilité. Et ça a plusieurs bénéfices. Isabelle en a déjà parlé brièvement, mais je vais rentrer dans le détail de 3 bénéfices clés de l'économie circulaire. Le premier, c'est améliorer la résilience des organisations. Pourquoi ? Parce que vous allez réduire votre dépendance aux matières premières qui sont de plus en plus chères, de plus en plus rares et dont l'extraction a de nombreux impacts sociétaux et environnementaux. Donc on accompagne nos clients dans des diagnostics de circularité. Ça veut dire quoi ? Concrètement, on va chiffrer dans la chaîne de valeur les opportunités de réduction de consommation de matériaux et les opportunités de boucle circulaire. On travaille là-dessus avec des normes sur lesquelles tout le monde travaille déjà, la CSRD, les normes ISO par exemple, mais on a aussi notre base d'indicateurs circulaires qui vont au-delà et qui reflètent une vision plus ambitieuse de l'économie circulaire avec des indicateurs de durée de vie des produits par exemple, de réparabilité des produits ou de taux de réutilisation des produits. On travaille également sur la co-construction avec les équipes de nos clients, que ce soit des équipes achat, marketing ou R&D. Donc, comme l'a dit Isabelle, c'est vraiment primordial d'impliquer les équipes et de trouver des solutions qui soient parfaitement adaptées aux clients. Et c'est vraiment les équipes du client qui connaissent le mieux leurs produits, leur secteur, leurs contraintes. Et on travaille donc sur des ateliers de co-construction avec nos clients et on maîtrise les méthodologies de Circulab. Donc Circulab, c'est un cabinet de design thinking qui est spécialisé dans l'économie circulaire depuis à peu près 10 ans maintenant. Et on est partenaire de Circulab, on fait partie de leur communauté d'experts en économie circulaire et on est donc formé à leur méthodologie et leurs outils pour vraiment faire émerger des solutions de l'intelligence collective. Le deuxième bénéfice, c'est d'entamer un dialogue constructif avec la société civile. Alors pourquoi c'est un bénéfice d'entamer ce dialogue constructif ? C'est parce que la société civile regorge d'expertise, d'expérience, de conseils qui pourront vous aider à trouver des solutions adaptées à vos contraintes et qui pourront également challenger la robustesse et l'ambition de vos engagements en termes de circularité ou de RSE. Donc pour ça, on travaille bien sûr sur des études bibliographiques. Il y a énormément de rapports, de publications, d'articles scientifiques qui nous permettent d'identifier les risques réputationnels auxquels sont soumis différents secteurs et différentes entreprises. On travaille aussi sur la concertation et le dialogue parties prenantes. Concrètement, ça veut dire qu'on crée des espaces d'échange et on les modère pour faire en sorte que les entreprises et les ONG puissent discuter et co-construire des solutions ensemble. Et on estime enfin que les salariés d'une entreprise sont également des parties prenantes qu'il faut mettre à bord d'une transition écologique et circulaire. Donc on travaille sur de la sensibilisation et de la formation avec bien sûr des enjeux et des hommes qui sont spécialisés là-dessus, mais aussi des ateliers de co-construction. Et pour ça, on fait appel à notre réseau. Donc chez Transition, on a un historique très fort de lien avec la société civile. Il y a beaucoup de membres de notre équipe qui sont passés par des ONG à un moment. Et on travaille avec de nombreuses associations environnementales, sociétales ou autour de l'économie circulaire.
Et enfin, le dernier bénéfice, il y en a beaucoup d'autres, mais je vais m'arrêter à 3 bénéfices aujourd'hui, c'est identifier des nouvelles opportunités business. Donc, on le sait, le Boncoin a réussi à se développer avec des principes autour de la circularité. Et donc, on aide nos clients à modéliser les opportunités et les risques économiques liés à des scénarios de circularité. L'un des principaux freins à la transition circulaire, c'est la complexité et parfois le coût. Donc avec ces modélisations économiques, on aide à identifier les investissements nécessaires, les évolutions de chiffre d'affaires, les évolutions de marge, pour que les clients puissent prendre leurs décisions en toute connaissance de cause. On accompagne également au déploiement de projets circulaires. Donc, par exemple, on a accompagné la catégorie des briquets BIC dans la structuration d'une filière de collecte de briquets en fin de vie sur 3 continents. Et ces briquets en fin de vie ont eu vocation à être remanufacturés par la suite. Et enfin, on travaille sur de l'animation de réseaux d'écologie industrielle et territoriale. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à l'échelle d'une zone industrielle ou d'une collectivité, on accompagne plusieurs entreprises à chiffrer leurs flux entrants et les flux sortants pour faire en sorte que les déchets des uns deviennent les ressources des autres et que collectivement, il y ait moins de ressources utilisées et moins de déchets produits. Donc voilà, j'espère que vous aurez été convaincus que l'économie circulaire est une solution pour assurer la soutenabilité de vos modèles d'affaires. Je vous invite à poser vos questions. Super, si vous en avez. Merci Martin. On est très bon en timing. Donc ça nous laisse la place à des questions. Si vous avez quelques questions avant la fin, n'hésitez pas. Alors attendez, je vais passer ça aussi. Alors, est-ce qu'il faut vous passer le micro? Merci. Bon. Bonjour. Bonjour. Ken Guilto, Entreprise pour l'environnement. J'ai une question pour Rosen Le Boncoin. Votre modèle, il a forcément une part de vertu vu que ça engage à faire de la seconde main. Normalement, on connaît quand même qu'il y a des risques d'effet rebond par rapport au fait de consommer plus de seconde main, un peu par compensation. Donc il y a déjà ce point-là. Et ensuite, j'ai raté le début, donc peut-être que ça aura déjà été dit, mais il me semble quand même que votre modèle reste sur le fait de vendre justement un maximum de volume, qu'il y a un maximum de volume de transactions, donc ce qui peut aussi contribuer à ces effets rebonds. Donc quelles sont un peu vos réflexions pour évidemment faire perdurer ce modèle quand même qui est déjà vertueux, mais en permettant quand même une réduction de la consommation et de l'empreinte matière de manière plus globale. Merci. Oui, tout à fait. Alors oui, on est une entreprise. Je ne dis pas qu'on est parfait sur tout. Tout à fait, on a plein de sujets justement sur lesquels il faut qu'on s'améliore aussi. Alors sur la seconde main, pour moi, déjà sur Le Boncoin, on peut donner. Donc il y a aussi cet aspect-là de don qui est disponible sur Le Boncoin. Ensuite, pour moi, ce qui va être assez, ça fait partie d'un de nos engagements par rapport à notre raison d'être, ça va passer par de la sensibilisation. Et ça, on a beaucoup de progrès aussi à faire auprès de nos utilisateurs, parce qu'aujourd'hui, on essaye justement de faire connaître la seconde main, mais on a aussi, en tant qu'entreprise, une responsabilité sur aller dire à nos utilisateurs, est-ce que en effet ce bien, est-ce que tu en as vraiment besoin? Il y a plein de questionnements sur ce sujet-là. Aujourd'hui, on n'est pas parfait, on ne le fait pas tout le temps. Ça fait partie de nos réflexions. C'est quelque chose sur lequel on l'a en tête. On essaye aussi de sensibiliser aussi les équipes en interne, parce que, comme je le disais, on essaye d'intégrer un peu tous les métiers et essayer d'aller leur amener, nous, les sujets sur lesquels on a envie d'avancer. Après, voilà, c'est un peu une adaptation aussi. On avance petit à petit avec ces équipes-là, parce que forcément, ils ont des enjeux business. Et c'est pour ça que ce modèle aussi, il était intéressant à travailler avec des enjeux et des hommes. C'est qu'on essaye de ramener... de leur donner, les équipes qui ont cet indicateur business en tête, on essaye de leur dire ok, bon, il y a cet indicateur business, mais il y a peut-être sur ça qu'on peut avancer, essayer de travailler un peu main dans la main. On a beaucoup de sujets sur lesquels il faut qu'on avance. Voilà, c'est des réflexions qu'on essaye
En fait, je parle de la sensibilisation des utilisateurs, mais il y a aussi beaucoup de sensibilisation en interne auprès de ces équipes-là. Et c'est pour ça qu'on a aussi lancé les fresques à la base chez Le Bon Coin. C'est que c'était un atelier qui nous permettait de réunir toutes les équipes au sein du Bon Coin et d'aller faire émerger des idées un peu à la fin, parce qu'il y a une partie action sur cet atelier. Et en fait, nous, on a récolté toutes ces actions. On les a un peu priorisées en fonction du nombre de fois où elles avaient été citées. Et ça nous permettait d'avoir un peu une base d'action qui avait des poids donnés par les employés, et pour aussi aller voir les équipes et leur dire vous voyez, il y a quand même un certain nombre de collaborateurs qui ont envie d'avancer sur ce sujet-là. Est-ce qu'on ne peut pas essayer d'y aller petit à petit? Voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enjeux aussi. Il y a des freins parfois côté business. Du coup, c'est essayer de trouver un juste milieu entre ce sur quoi on peut avancer et ce sur quoi eux, ils veulent avancer aussi, quoi. Voilà. Juste peut-être un complément sur la transformation, il y a la notion de temps, hein, d'orchestration du timing, de priorisation. C'est pour ça qu'il faut des outils pour le faire, et de construction, des trajectoires, et ça ne se fait pas du jour au lendemain. Par contre, je trouve que ce qui est bien, c'est de mesurer, et vous mesurez beaucoup de choses. Par rapport à ce sujet, on pourrait en parler longtemps, mais voilà, c'est de mesurer, et la progression, hein, c'est un travail qui se met dans un temps un peu plus long. Ouais. Bonjour. Bonjour. Vous avez pris Le Bon Coin en exemple, tout le monde connaît, et j'ai envie de dire c'est entre guillemets facile, c'est un modèle assez soutenable, c'est une plateforme en ligne, en plus qui fait du seconde main. Donc évidemment, un projet de soutenabilité pour une plateforme de seconde main, c'est bien plus facile. C'est pas facile, plus facile, mais est-ce que vous aurez des cas plus concrets comme BIC par exemple? C'est admirable, l'étude de CABIC que j'ai suivie, mais est-ce que vous avez d'autres exemples de cas plus complexes, de fabricants de produits ou de distributeurs, où là, aller vers des modèles soutenables, c'est un projet bien plus complexe? Oui, tout à fait, je comprends. Et en fait, cet exercice et ce qu'on a présenté peut s'appliquer vraiment à des toutes petites structures, des structures moyennes, des grands groupes. Le Bon Coin, alors, ça peut paraître plus facile, pardon, mais c'est un peu plus gros. Donc, faut bouger, quoi. Voilà, à chaque fois, il y a des avantages et des inconvénients. Et en fait, ce questionnement, il s'adresse à tout type d'entreprise. Ce qui va compter, et en termes d'exemple, pour répondre à votre question, moi, je vous invite, il y a beaucoup d'entreprises qui avancent. On ne le sait pas, on ne le voit pas forcément. Je vous invite à regarder ce qui se passe dans des initiatives type la Convention des entreprises pour le climat. Ces entreprises-là, elles ont décidé de s'engager, enfin, c'est la direction générale, toute taille, hein, tout secteur. Et d'ailleurs, il y a des conventions des entreprises pour le climat thématiques, régionales, donc territoriales. Et en fait, il y a une décision du management de s'engager. Après, c'est comment on fait, quoi. Comment on avance, quoi. Comment on va réussir. Donc, il faut être très pragmatique et très, très opérationnel. Et très en lien avec le business. Sinon, ça ne marche pas. Donc, en fait, regardez, il y a plein d'exemples, en fait. On ne le sait pas, mais de ces entreprises-là, par exemple, qui suivent ces programmes de la Convention des entreprises pour le climat, j'ai plein d'exemples en tête qui ont mis en place des stratégies. Elles peuvent être différentes, elles peuvent toucher à la redirection d'activités. Bon, il y a des cas très connus, mais il y a des toutes petites boîtes qui ne sont pas connues et qui mettent en place des choses formidables sur ces stratégies de soutenabilité. À partir du moment où il y a la volonté de la direction générale, l'embarquement des équipes, la notion de on transforme, donc on s'inscrit dans un temps un petit peu plus long, où sont nos priorités, et de bien comprendre où l'entreprise impacte prioritairement. Il y en a, enfin, les listes sont longues, hein. Donc à partir du moment où il y a une activité, il y a un impact, quoi. Donc, bien comprendre ce que fait l'entreprise, la stratégie, se mettre à ce niveau-là de stratégie d'entreprise. Et ça, c'est pour toutes les tailles d'entreprise. Et même parfois, voilà, ceux qui démarrent, hein, même dès le départ. Donc, ça peut s'appliquer partout. Et des cas d'entreprise, allez regarder aussi pour avoir plus de benchmark et d'inspiration par rapport à votre secteur d'activité, par rapport à votre territoire, ce qui peut être fait et peut vous inspirer le plus. Mais il y a beaucoup d'entreprises. On ne le sait pas assez. Regardez les entreprises d'Impact France aussi. Regardez les entreprises qui sont sociétés à mission. Regardez les entreprises qui sont Bicorp. Toutes ces entreprises-là, elles avancent. Rien n'est parfait, mais au moins, ça peut vous donner des exemples adaptés à votre entreprise, taille et secteur.
Si je peux compléter, je pense que effectivement passer d'un système linéaire dans lequel on a des habitudes bien ancrées, dans lesquelles on a des partenaires qui fonctionnent d'une certaine manière, ça peut être difficile parfois et perçu comme presque impossible de faire changer les choses, bouger les choses. Mais je pense qu'effectivement tout le travail dont Isabelle parle est important, c'est une première étape. Après, il y a aussi regarder les investissements nécessaires et regarder surtout le coût de l'inaction si on continue à avancer d'une certaine manière. Ça permet parfois de réussir à convaincre d'aller dans une direction. Et il y a aussi l'aspect collectif qui est important. Souvent, quand on travaille avec des distributeurs qui fonctionnent d'une certaine manière et des clients qui fonctionnent d'une certaine manière, c'est difficile seul de changer les choses. Mais il y a la possibilité de créer des coalitions sur certaines problématiques ou certains sujets. Donc, c'est des choses sur lesquelles on travaille aussi. Des coalitions pour permettre, par exemple, du vrac avec plusieurs acteurs de la même catégorie de produits, de la consigne d'emballage avec des acteurs de la même catégorie de produits. Il y a plein d'initiatives qui ont été lancées. Je pense qu'on n'a pas encore trouvé la solution qui soit facile pour les consommateurs à mettre en place immédiatement. Donc c'est sûr qu'il y a encore du travail de ce côté-là, mais voilà, je pense qu'il y a aussi quelque chose de collectif qu'il faut envisager pour vraiment faire changer les choses d'un point de vue sectoriel aussi. Peut-être une dernière question avant de conclure, parce qu'on va nous demander de sortir. Bonjour. Bonjour. Rapidement. Pardon, je voudrais juste donner un exemple vite fait au monsieur. Oui. Regardez SCT qui a trouvé un modèle circulaire. Il récolte les essuiements à travers la marque Torque avec des opérateurs et puis il réinjecte de la matière recyclée. Et ça, c'est SCT. SCT. Sinon, j'ai une question aussi pour les bons coins. Oui. J'essaye d'aller rapidement. Les produits qui ont plus d'impact, normalement, sont les produits électroniques et électroménagers. Par contre, ce sont aussi ceux qui génèrent plus de méfiance, parce que normalement, ils coûtent cher. Est-ce que vous avez des projets pour, par exemple, assurer ces produits pour générer plus de confiance pour les utilisateurs ? Oui, tout à fait. Je parlais de sensibilisation. Ça, c'est un gros sujet aussi, la réassurance que l'on peut apporter aux utilisateurs sur les sujets de seconde main. Et en effet, ça, c'est des pistes de réflexion aussi qu'on a dans une réflexion de durabilité. En effet, il faut apporter des sujets de réassurance. Donc, c'est tout à fait quelque chose qui fait partie aussi de nos pistes de réflexion aujourd'hui. Merci. On va devoir arrêter. Voilà d'autres informations sur nos conférences qui sont animées par Transition et par Des enjeux et des hommes que vous pouvez retrouver. Et puis, vous pouvez nous retrouver au stand 231. Voilà. Et merci à vous. La salle était comble. Merci beaucoup. Voilà. Il faut nous retrouver. Merci.